Bonjour et bienvenue à Échangeurs sur Côte. Oui, une nouvelle saison d'Échangeurs sur Côte. Bienvenue. Merci de continuer de nous suivre après toutes ces années. Hein. Vous n'êtes pas tanné de moi. Ben, moi non plus, je ne suis pas tanné de vous parler de sujets importants pour les gens de la MRC, Maria Chapdelaine. Et on va débuter cette saison-là avec un sujet très important. On va parler de santé et de nos services de santé. Avec moi, j'ai Christian Laprise. Bonjour Christian. Bonjour Pierre. Directrice adjointe de proximité au réseau local de services Maria Chapdelaine. Directeur, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça. Et accessoirement, vainqueur du Bol d'Or. Bravo. Aussi dans mes... Et le docteur Céline Benoît. Bonjour Céline. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Oui. Pour débuter, j'aimerais comprendre un peu votre parcours. Parce que quand on n'arrive pas dans les soins de santé, j'imagine, directement, peut-être quand on fait des études en médecine, mais toi, Christian, c'était peut-être pas, je sais pas. Tu sais, c'est quoi votre parcours? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui, là? Madame Benoît? Moi, ça fait, je suis pas native d'ici, mais ça fait 35 ans que je pratique ici à Dolbeau. Puis, ça faisait peut-être une dizaine d'années, on est venu vous chercher pour être directeur médical, si tu veux, à l'hôpital. Le vrai titre, c'est directeur des services professionnels. J'ai été directeur durant peut-être près d'une vingtaine d'années. Puis, quand on s'est fusionné, puis on est devenu un CIUS, je suis devenue directrice adjointe. Mais là, ça faisait une vie qui se promenait entre le Saguenay et Dolbeau beaucoup. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté ça et maintenant, je suis ce qu'on appelle un médecin conseil à la direction des services professionnels. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, un médecin conseil à la direction des services professionnels? Comme je dis toujours, un médecin conseil, ça veut dire que ça a vu pleuvoir. En fait, je suis un peu le pont pour l'administration du CIUS. Et le CIUS, bien que je ne suis plus à leur emploi, me donne des tâches dans des dossiers spécifiques, particulièrement dans des dossiers qu'on dit transversaux, où les médecins ont à intervenir et d'autres professionnels. Et souvent, je suis le pont avec la communauté parce que je suis assez connue et j'ai fait beaucoup de choses dans le secteur. Oui, absolument. Mais j'ai pas fait de bol d'or, par exemple. Non? Peut-être l'an prochain. Je ne penserais pas. Qui sait? Et toi, Christian? Moi, j'ai commencé ma carrière comme ergothérapeute. Moi, j'ai fait un baccalauréat en ergothérapie, donc à l'Université de Montréal. Je suis pas originaire de Dolbeau non plus. Beaucoup de gens le pensent, mais je suis originaire du Saguenay. C'est pas loin quand même. Et c'est vraiment le travail à l'époque qui m'a amené à Dolbeau parce que, dans la région, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas énormément de besoins. Et il y avait un remplacement à Roberval et un poste à Dolbeau. Fait que quand on a décidé de revenir en région, j'ai choisi Dolbeau. Donc, ça fait 33 ans. Ça va faire 33 ans cette année. Et c'est ça, de fil en aiguille, je me suis impliqué dans mon milieu. J'ai été 25 ans ergothérapeute. Ensuite, je suis devenu gestionnaire. J'ai fait la gestion de quelques équipes. Et là, depuis 3 ans, je suis directeur adjoint de proximité, comme tu m'as présenté tantôt. Dans la nouvelle mouture, avec l'arrivée du CIUS, avec tous les changements qu'il y a eu, notre direction générale, notre PDG avait le souhait de ramener une certaine proximité dans chacun des réseaux locaux de services. Donc, ici aussi pour Maria Chapdelaine. Parce que c'était un des reproches quand on a créé le CIUS, c'est qu'on perdait un peu l'expertise locale. Là. Fait que toi, tu sers de lien un peu. C'est ça. Un peu comme disait Céline tantôt au niveau du travail en transversal. C'est que souvent, on travaille beaucoup en direction dans le CIUS. Donc, c'est souvent divisé en direction. Et nous, la direction de proximité, c'est une nouvelle direction. C'est une direction qui est jeune. Mais notre rôle, c'est vraiment d'avoir un regard transversal, de regarder un peu ce qui se passe, d'être des experts de notre milieu pour soutenir, aider ce qui se passe ou les changements ou peu importe ce qu'on veut implanter dans le milieu. Donc, c'est un peu ça c'est plus que ça, mais en partie, l'origine initiale de la proximité, c'était vraiment ça. Donc, on vous a fait venir pour parler de santé, du système de santé, plus particulièrement dans Maria Chapdelaine. C'est ce qui nous intéresse. Là, on ne parlera pas des autres enjeux en lien avec la santé. Comment est-ce que vous le qualifieriez, notre population ici? Vous faites le lien entre la population et les services. As-tu des particularités, notre population ici? On est dans les portraits de santé, on est une des populations, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est une des régions où la population est la plus vieillissante. Et dans Maria Chapdelaine, on est le secteur où la population est le plus vieillissante dans toute la région. Donc, ça va avec les enjeux, ça amène beaucoup d'enjeux. Je te dirais que ce qui
teinte beaucoup nos services actuellement, c'est le vieillissement de la population. C'est un des enjeux principaux là, où on s'en va, puis que nos services doivent s'adapter de plus en plus à ce qu'il y a plus de consultations, il y a plus de consultations à l'urgence, il y a plus de consultations dans les bureaux de médecins. Donc, les besoins, notre population vit plus longtemps, donc les besoins sont plus grands. Donc ça fait partie de quelque chose qu'on doit vraiment s'adapter, un petit peu plus particulièrement dans Maria-Chapdelaine comparé aux autres secteurs de la région. Okay. Et du côté de la médecine, vous dites que ça fait 35 ans que vous êtes dans le coin, il y a eu quand même eu une grosse évolution aussi, beaucoup de changements au niveau de la médecine, j'imagine, dans la pratique. Énormément. Moi, je m'amuse toujours à raconter. Quand j'ai commencé, on avait peut-être 2, 3 médicaments pour le diabète, 2 types d'insuline différents. Maintenant, dans mon bureau, j'ai un grand tableau avec toutes les insulines et les différentes catégories de médicaments qu'on peut donner. C'est incroyable. La médecine si on recule de 35 ans, il y a eu une explosion en termes de qualité et en termes de traitement à offrir, tout comme il y a eu une explosion dans la possibilité de faire des examens pour préciser les diagnostics. Il y a 35 ans, le TACO n'existait pas. Hein? Le TACO est là, puis le TACO, maintenant, c'est rendu quasiment... Oui, la résonance magnétique n'existait presque pas. Et là, la résonance magnétique, on n'a pas ici, mais c'est un outil qu'on prend fréquemment. Alors oui, ça l'a beaucoup changé. Les gens vivent plus vieux aussi. Oui, absolument. Comme disait Christian, ils vivent plus vieux, mais plus tu vieillis, plus il y a de pathologies qui rentrent. Et puisqu'on traite plus longtemps, moi j'ai une expertise surtout en oncologie. Avant, annoncer à un patient qui avait un diagnostic de cancer, mon Dieu, c'était quasiment à ça qu'on annonçait. Là, c'est pas ça. J'avais déjà assisté à une conférence où est-ce que le présentateur disait, puis ça fait 10 ans, le cancer va presque devenir une maladie chronique, hein, comme le diabète. On ne guérit jamais du diabète, mais on vit avec le diabète. Bien, le cancer, oui, on met les gens en rémission. Des fois, il y a des récidives. Alors ça, ce qui fait que beaucoup d'examens, beaucoup de médicaments, beaucoup de choses à faire. Et la population qui vieillit, évidemment, à 20 ans, on est moins malade qu'à 65 ans, c'est sûr. Puis au niveau de notre établissement, de nos services, comment ça a évolué? Là? On en est où aujourd'hui dans ce qu'on est capable d'offrir? C'est quoi les enjeux qu'on a? Puis qu'est-ce qui n'est pas un enjeu chez nous, par exemple? Je dirais qu'on a à peu près tous les services, je vais dire de base, mais je ne le dis pas de façon péjorative, non. Je le dis vraiment. Tu sais, je pense qu'on peut, dans notre secteur, aller vraiment dans tout ce qu'on a de base à faire. C'est sûr qu'on n'a pas il y a toujours des examens qui sont plus spécialisés ou surspécialisés, qu'on n'a pas le choix de se déplacer. Mais dans le secteur, on est capable d'avoir à peu près tout. On a de la radiologie, on a un TACO, comme disait Céline tantôt. On a un département de chirurgie, on a un département d'obstétrique pour accoucher les femmes. On a tous les services qui viennent avec le CLSC. On a des CHSLD aussi dans notre secteur. Donc, on a à peu près toute la panoplie des services qu'on peut avoir dans notre secteur. C'est d'ailleurs une fierté qu'on a, d'être capable de... C'est sûr que la population va toujours, des fois, avoir à se déplacer pour certaines choses, mais notre objectif est toujours de garder et de maintenir la plus grande offre de services possible. Il y a cette autonomie-là régionale aussi dans notre région qui fait partie de la philosophie dans notre CIUS, de dire qu'on veut le plus possible que les gens soient capables d'avoir les services dans la région. Et nous, on dit toujours, on veut le plus possible que nos services qu'on a, qui sont en proximité de la population, qu'on les garde et qu'on les conserve le plus longtemps possible et dans les meilleurs services de qualité aussi. Oui, c'est ça, parce que si on parle de nouvelles technologies, on parle de nouvelles machines, on parle de coûts, parce que ça ne doit pas être donné, ces équipements-là, mais ça parle aussi des gens qui sont capables d'opérer ces technologies-là. Donc, est-ce que ça complique un peu l'organisation de la structure au niveau des... Pour ce qu'on a comme service actuellement, on a les gens on a tout ce qu'il faut pour opérer. On a la chance dans notre milieu d'avoir une fondation qui est excessivement active et qui est excessivement bien implantée. Puis c'est toujours l'exemple que je donne, le Radioton, qui se fait, cette année, c'est la 23e année, je pense, il me semble, 22 ou 23e, où on a amassé, là je dis nous, la fondation a amassé au-dessus de 270 000 $ pour une 23e année. Et puis ça, c'est tout investi chez nous. Et ça, c'est investi complètement
pour les soins de santé de nos gens. Au début, c'était beaucoup avec les équipements médicaux, les équipements plus gros, parce qu'il y a quand même des équipements, on ne se le cachera pas, là, qui valent quand même assez cher. Ouais. Mais de plus en plus, comme notre parc se renouvelle bien et que ça va bien, bien, on est capable aussi, certaines années, d'aller chercher des choses, des fois, qui sont moins coûteuses, mais qui vont faire la différence, soit pour le patient, ou le personnel aussi. Donc, des équipements pour aider à déplacer un patient. Dans les CHSLD, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'argent investi pour des équipements, des choses pour les aider à soulever un patient, aider à faire marcher ou aider à garder une certaine autonomie, qui vient assurer une dignité à nos résidents, à nos usagers, et d'assurer aussi une sécurité dans les déplacements puis pour les employés aussi. Okay. Fait que notre fondation est vraiment très, très active et ça l'a aidé énormément puis ça nous aide toujours à conserver un parc d'équipements assez à la fine pointe. Puis on a vraiment, souvent, Dr. Benoît pourra en parler, mais des médecins des fois qui viennent qui sont surpris de voir tout ce qu'on peut avoir comme équipement parce que des fois, on pense arriver dans une plus petite ville, une plus petite municipalité, puis il n'y aura pas certaines choses, certains outils. Mais... Puis ça doit être une réalité ailleurs, mais pas chez nous. C'est ça. Mais chez nous, on a quand même des équipements vraiment à la fine pointe. Est-ce que c'était votre préjugé quand vous êtes arrivé dans le coin de penser qu'on n'allait pas avoir l'équipement nécessaire? Non. Non, j'ai pas eu ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup dans la philosophie, ou en tout cas, dans certains domaines, c'est clairement dit. Il y a des niveaux. C'est comme exemple en soins intensifs. Il y a des niveaux de soins intensifs. Il y a des niveaux dans la pédiatrie. Là, c'est sûr que ma vision est très docteur, là, mais c'est au-delà de ça, c'est les établissements aussi. Puis, les spécialités dites de base, je savais qu'un milieu comme Dolbeau devrait pouvoir avoir ça. Et les spécialités de base, on les a toutes ici à Dolbeau, à savoir médecine interne, chirurgie, anesthésie, pédiatrie, radiologie. Il nous manque une seule spécialité dite de base, et c'est la psychiatrie. Les neurochirurgiens ne font pas partie des établissements qu'on va appeler, mettons, niveau 1. Ça ne fait pas partie de ça. Alors, en m'en venant de Dolbeau, je savais très bien que je ne m'en venais pas dans un établissement de niveau 3. Là. C'était clair qu'il n'y avait pas ça. Ce que je ne savais pas, c'était combien la Fondation pouvait être généreuse. Parce que j'entends peu mes confrères se plaindre de manquer d'équipement pour travailler, ça, absolument pas. Puis dès qu'il y en a un qui lève la main en disant on serait capable d'opérer tel type d'examen, tel type d'appareil, bien, il lève la main, puis la Fondation est toujours derrière nous pour dire oui, on va procurer ça. Fait que là, vous entendez, tout va bien. Non. On va prendre une gorgée d'eau. Non, mais je trouve ça beau de vous entendre. C'est super positif. Mais sont où les enjeux dans notre système de santé pour une MRC comme Chapdelaine? Les ressources humaines. Les ressources humaines. Autant docteurs que non-docteurs. Le personnel. Engager des gens, les retenir, c'est tout ça? Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche. Je vais commencer avec les docteurs. Oui, OK. Commençons avec les docteurs. Parce que souvent, on associe le système de santé aux médecins, même si c'est plus grand que ça. Là. En fait, dans je vais appeler ça les bonnes années, il y avait 32 médecins de famille. Les spécialistes, comme je vous ai dit, là, on est pourvu avec les spécialités de base. À la minute où on se parle, ça va bien. Il manque juste de la psychiatrie. Mais la psychiatrie, on fait affaire avec Roberval, puis eux sont en déficit. Alors, c'est problématique. Tout ce qui est santé mentale devient difficile. Mais partout, là, ça. Bon. Par contre, en omnipratique, parce que c'est d'abord et avant tout un milieu d'omnipraticiens ici, dans les bonnes années, je veux dire, on était 32, puis je me rappelle... Quand on parle d'omnipraticien, on parle de médecin de famille, c'est ça? De médecin de famille. Oui, juste pour être certain. Qui est... j'avais un confrère, on était rendu 32, puis il m'avait dit, il faudrait arrêter de recruter parce qu'à un moment donné, il faut remplir nos bureaux. À 32, ça roulait pas pire il y a 15-20 ans. 32 aujourd'hui, je ne sais pas si ce serait suffisant à cause de ce que je disais tantôt. Les règles, les cibles à atteindre, les traitements, les examens, le suivi de ces examens-là a augmenté. Donc, c'est une plus grande charge de travail pour le médecin. Assurément. Oui, assurément.
Mais partons avec le chiffre de 32. Là, actuellement, on n'est pas 32, on est 26. OK. Mais il y en a un qui prend sa retraite d'ici les fêtes, alors on va tomber à 25. Puis on a un médecin qui, pour des raisons de santé, a dû limiter sa pratique à un champ d'exercice. Donc, ce n'est plus un médecin qui participe à l'offre de service comme on pourrait s'y attendre. Donc, on est 24. 24, c'est minimum 32 et probablement plus que ça n'en prend. C'est qu'on voit qu'il manque de bras actuellement. Puis mes confrères me disaient la semaine passée, il faut toujours se rappeler que dans une journée d'urgence, il y a 3 médecins qui vont devoir travailler. Mm-hmm. On a 3 médecins qui font la tournée hospitalière au quotidien. Ça varie, mais ça fait 6. On a toujours un de garde en obstétrique. On a un qui fait le sans rendez-vous. On a un de garde au CHSLD et à la maison Colombe-Veilleux. Ce qui fait qu'à tous les jours, on a des médecins qui sont de garde. Pour certains, ça leur permet de faire autre chose. Mais il y a toujours, minimalement, à tous les jours, 8 docteurs qui ne font pas de bureau. Oui, parce qu'ils sont assignés à d'autres tâches. Puis actuellement, on vit particulièrement une pénurie à Dolbeau de médecins de famille, pire que dans les autres territoires. Okay. Puis je l'explique comme ceci. Dans la vie d'un docteur, habituellement, un jeune docteur fait beaucoup d'hôpital. Il fait de l'urgence, il fait de l'hospice, il fait... puis je ne sais pas si c'est... Ben, c'est probablement l'âge. À un moment donné, les fins de semaine, les nuits, la garde, on commence à être essoufflé. Puis d'habitude, de façon naturelle, le médecin de famille commence à faire du bureau, puis il en fait plus. OK. Puis plus il avance en âge, plus il fait du bureau. Puis moins il fait d'hôpital. Il fait moins d'hôpital. D'ailleurs, les plus vieux sont beaucoup moins à l'hôpital. Ils sont beaucoup plus en cabinet privé. Il y a peut-être une quinzaine d'années, on avait 2 couples de médecins qui... Bon, il y a des médecins qui viennent puis qui repartent. On en a toujours eu, mais dans une courte période de temps, il y a plusieurs médecins qui sont partis. Tous des médecins qui avaient le même âge ou à peu près. Qui ont fait comme un gap générationnel. Là. C'est ça. Alors là, on arrive dans un trou de 15 ans d'âge sans médecin de famille. Alors, avec ce que je viens d'expliquer, ce qui était l'évolution naturelle d'un médecin de famille, actuellement, les vieux dont je fais partie, on a tous plus, le plus jeune a 62. Alors, au-dessus de 62 ans, il y a 6 médecins. Puis, il y a 16 médecins qui sont en bas de 47 ans. Il y a vraiment un 15 ans là. Ce qui fait que l'espèce de la vie continue, on arrive dans un trou là, qui est important et qui va être peut-être difficile un peu pour les prochaines années. En termes de consultation en cabinet, l'hôpital va demeurer toujours la priorité. L'hospitalisation, les accouchements, l'urgence, ça va demeurer. Mais en cabinet privé, ça va devenir difficile dans les prochaines années. Puis là, la solution, ce serait d'attirer des médecins. Est-ce que c'est parce qu'il y a pas assez de médecins qui graduent à l'échelle du Québec pour voir tout le territoire, ou c'est parce qu'on est un territoire plus éloigné, je veux dire comme ça, même si je n'aime pas l'expression? Bien, c'est sûr qu'on est moins attractif que les grands centres. Ça, je pense que c'est pour tout, là, que c'est comme ça. Je me mets toujours à dire... non, on n'a pas d'université, puis on n'a pas de club presse. Ça fait que c'est sûr qu'on est peut-être moins attractif. Mais ce n'est pas, depuis plusieurs années, le médecin s'installe où il veut, quand il veut, comme il veut. Il y a des règles qu'on appelle des plans d'effectifs médicaux. Et à chaque année, on a le droit de recruter dans un secteur soit 1, soit 2, maximum 3 médecins. Cette année, on avait le droit d'en recruter 3. On a réussi à en recruter 2. C'était quand même une année pas si pire, mais ces gens-là vont arriver l'année prochaine. Ils n'arrivent pas tout de suite. Puis c'est pas dit qu'ils vont rester ici toute leur carrière. Non, parce qu'on a eu certains départs. Le temps où moi je suis arrivée et puis j'ai choisi d'aller où je voulais, ça n'existe plus. C'est vraiment réglementé. Okay. Et il y a des règles
provincial. Le provincial nous dit, exemple, Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous aurez l'année prochaine 14 nouveaux médecins. OK. Alors, dans ces 14-là, les 6 territoires, on a une réunion où on se divise les 14 docteurs. C'est comme un repêchage comme au hockey? Vous voulez... Ben, je ne sais pas c'est quoi le repêchage au hockey. Non, mais dans le sens, on met les médecins là, puis, nous, on prend lui, puis on a le premier choix. Non, les règles sont très, très compliquées, mais le jeune dit, bon, mon premier choix, ça serait d'aller à tel endroit. Mon deuxième choix, ça serait d'aller à tel endroit. Puis si au bout du premier tour, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il y a un deuxième tour, il y a un troisième tour. C'est très complexe. Ouais, ça s'approche du repêchage, mais avec d'autres règles. Mais c'est pas nous qui disons on pourra enlever. Voilà, c'est ça. Il faut avoir beaucoup de choix pour faire du repêchage, mais nous, Dolbeau, on prend plus les gens qui sont intéressés à venir chez nous. Ouais, oui, je suis content d'entendre ça parce que moi, j'avais l'impression que les médecins, à un moment donné, choisissaient rapidement. Moi, j'ai eu un médecin de famille très longtemps, M. Jean-Denis Tremblay ici. J'étais bon. Puis à un moment donné, il est parti à la retraite. Et depuis ce temps-là, là, j'en ai un, puis là, il part. Puis là, il faut que j'en prenne un autre. Puis là, je suis rendu à 3 depuis quand j'en avais un pendant très longtemps. Fait que j'avais l'impression que c'était plus facile de la mobilité que ce que vous êtes en train de me dire. Fait que peut-être que je suis juste malchanceux aussi, là, ça peut arriver. Non, les règles sont très, très compliquées. Quelqu'un qui vient à Dolbeau, qui est 3 ans ici, peut, après ça, s'installer partout où il veut au Québec, en dehors des places disponibles. Ah, OK. C'est les places de nouveaux médecins qui sont très contingentées. Okay. Après ça, il y a des règles pour des mouvements dans la région, puis il y a des règles pour des mouvements dans le Québec. Alors, c'est peut-être de ça, là, les nouveaux médecins. Ouais. Puis il y en a qui viennent, qui n'aiment pas ça, qui repartent. Oui, ça existe aussi, mais ça, c'est comme dans n'importe quoi. Oui, je comprends. Puis, côté administratif, là, ce serait quoi? Nos principaux enjeux. Oui, bien là, on parle de ressources humaines, mais... mais c'est sûr que les ressources humaines, on ne s'en sort pas non plus de notre côté. Il y a énormément Il y a une pénurie de plusieurs types de professions. Là, qu'on parle beaucoup de soins infirmiers, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires. Ouais. Mais il y a énormément au niveau des professionnels, entre autres les ergothérapeutes dans la région qui en manquent beaucoup, les nutritionnistes, travailleurs sociaux. Donc, il manque énormément de gens. Il y a moins de gens formés. Bien, il y a pas les universités en forment autant, mais les besoins sont plus grands. Les besoins sont grands. Il y a beaucoup de développement. Donc, c'est vraiment difficile à combler toutes nos ressources. C'est ce qui fait que ça fragilise des fois certains services ou certaines offres de services qu'on a. On réussit à maintenir parce que nos équipes sont dévouées, nos gestionnaires sont dévoués, ils font des pieds et des mains. Et il y a beaucoup d'échanges. Une telle, moi j'aurai un surplus cette journée-là, je peux te l'envoyer à toi si elle veut, si elle accepte. Okay. On a tout aussi notre livre de règlement, un peu comme disait Céline tantôt, là, nous, c'est les conventions collectives qui sont nos livres de règlement. Donc, avec ça, ben, on permet de voir, on est-tu capable de faire certains déplacements des fois quand la personne est volontaire ou qu'elle est formée dans un autre secteur, qu'elle accepte d'y aller. Donc, ça nous permet des fois, avec des personnes clés, d'être capable de faire des mouvements pour maintenir nos services. Mais ça demeure un casse-tête, je te dirais. Au quotidien? Pratiquement au quotidien. À tous les jours, on se rencontre avec les gestionnaires. On a un point de contact où on discute. On a-tu des enjeux? C'est quoi nos enjeux? C'est quoi nos prochains enjeux à venir au niveau des ressources humaines? Vous êtes capable d'avoir un peu de prévisibilité quand même? Un peu. Oui, okay. On est capable. On est capable de faire... On le sait déjà. On a il y a toujours des périodes plus critiques. Exemple, l'été, avec les vacances, le temps des fêtes, aussi avec les vacances. C'est souvent 2 grosses périodes critiques où des fois, on commence le plus possible à l'avance. On essaie, on est déjà en train de planifier l'été. On commence souvent en février, mars, à avoir des réflexions sur, planifier notre été. C'est sûr qu'on n'a pas le portrait précis très tôt dans l'année, mais on est toujours en action pour essayer d'aller un petit peu plus loin. On a fait, il y a 2 ans, on a fait une démarche qu'on a appelée la démarche du Haut-du-Lac, parce que, du côté de Maria-Chapdelaine, mais aussi du côté du domaine du Roi, on est 2 secteurs qui sont très impactés par le manque de ressources. Fait qu'une démarche où on a fait de la consultation auprès des médecins, on a fait de consultation auprès des gestionnaires, auprès des employés, pour ressortir de tout ça avec un plan d'action, pour voir comment on peut être innovant, comment on peut aller plus loin dans nos... puis jouer... on a notre livre de règlement, mais on peut-tu des fois
comment on peut le prendre, s'accommoder ensemble. On travaille beaucoup avec nos partenaires syndicaux aussi pour essayer de voir comment on peut aller un petit peu plus loin dans ce qu'on peut faire, dans la limite de ce qui est permis. Évidemment, on ne va pas dans l'illégalité, mais de ce qui est permis avec notre convention collective pour essayer d'être plus attractif, créer des postes plus intéressants, attirer aussi des gens. Donc, il est sorti vraiment plusieurs actions qui ont été prises en main beaucoup par les ressources humaines. Évidemment, ça concernait énormément la direction des ressources humaines. Donc, ils ont pris beaucoup de choses dans ça. Puis des fois, ça nous amène à être capable de penser des fois un peu différemment. Puis de se dire, ouais, peut-être que cette voie de passage-là, c'est pas la plus naturelle, mais pour des secteurs qui sont plus fragilisés comme ici, on va se permettre d'y aller. On va aller un petit peu plus loin, on va explorer un peu. On est-tu capable de faire plus? On est-tu capable d'avoir un accommodement? On est-tu capable de s'entendre avec l'employé, avec le syndicat pour dire hey, ça ferait bien, ça réglerait tel ou tel problème? On sait que c'est toujours légal, mais des fois, c'est sur la ligne, mais ça nous permettrait d'aller plus loin. Donc, mais au moins, tu le fais via la discussion. Oui, c'est ça. On se l'adresse. On est capable de se l'adresser, voir ça se peut-tu, c'est-tu faisable, c'est-tu pensable et réalisable. Puis, ce qui est intéressant dans les dernières années, c'est que oui, on manque de personnel, tout ça, mais on voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'actions de fait avec nos jeunes dans les écoles. Les ressources humaines sont très actives à aller rencontrer les jeunes. Ouais. Puis cette année, à Saint-Félicien, au niveau de la cohorte de soins infirmiers, il y a 30 élèves, il y a 30 étudiants d'inscrits cette année pour la cohorte de 2024-25, donc qui vont éventuellement dans 3 ans terminer. On espère qu'ils vont tous terminer, mais c'est un nombre énorme par rapport aux dernières années où il y avait des cohortes beaucoup plus petites. Donc, on voit qu'il y a un engouement d'en parler, de voir qu'il y a des besoins, puis que les gens savent, là, ils vont travailler, c'est sûr. Là. Oui, c'est ça. C'est clair qu'il y a de l'emploi, il y en a. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont faites comme ça pour essayer de travailler aussi les jeunes, vraiment à partir du secondaire. Découvrir. Cet hiver, il y a eu une activité de faite avec Emploi Québec, ici, Service Québec, qui sont venus. On a reçu un autobus à l'hôpital de jeunes du secondaire 4. Donc, ils sont venus selon leur intérêt, puis qu'on a éparpillé un peu partout. Il y avait un parcours dans l'hôpital. Moi, je suis intéressé au laboratoire. On les a amenés au laboratoire. Il y en a qui sont allés au bloc opératoire. Il y en a qui sont allés tous du côté de la réadaptation. Même aussi les services techniques, parce qu'on oublie souvent, mais on a un électricien, on a des menuisiers, on a des plombiers dans l'hôpital, parce qu'on a besoin pour l'entretien de nos bâtisses, des informaticiens. Donc, tout ça, fait que, ça nous permet de faire vivre ça, de montrer aux jeunes, de leur donner accès à des choses qu'ils ne verraient peut-être pas dans une grande ville ou dans un grand hôpital. Donc là, on arrive dans un milieu plus petit, on a plus de contacts ensemble, fait que des fois, on est capable d'aller un peu plus loin. Puis ça inspire des jeunes, des fois, à dire « Ah, toi, je ne savais pas que je pouvais faire ça, ça m'intéresse. » Fait que là, après ça, il fait son cheminement. C'est une petite société, là, l'hôpital, là, avec tout le monde qui passe là, tous les corps de métier. Vraiment intéressant. Je vous arrête, on prend une petite pause, on revient. Restez avec nous. Très intéressant. Puis la santé, on sait que c'est important. À tout de suite. Je m'appelle Stéphanie Gagnon. Je suis directrice des opérations et copropriétaire de Trium Média et du Nouvel Hebdo. Trium Média, ce qu'on fait principalement, c'est imprimer et produire des journaux, donc du contenu journalistique, mais aussi un beau volet de notre entreprise qui est la propulsion des entreprises d'ici par le biais de campagnes publicitaires qui peuvent être soit au niveau du papier, mais aussi on a un département web qui s'occupe vraiment de A à Z de la production publicitaire et du bon positionnement de nos entreprises. Trium Média, c'est 27 employés. On a 3 bureaux au Lac-Saint-Jean. En plus de nos journaux imprimés, on a aussi des magazines qu'on va sortir de façon sporadique. On a des associations avec différents intervenants du milieu pour propulser leur communication. On a reçu plusieurs prix depuis le début de la fondation Trium Média, entre autres au Gala des hebdos du Québec. On s'est positionné avantageusement avec le Nouvel Hebdo qui a été en 2022 le journal de l'année. L'achat local, pour moi, c'est le premier pas qu'on peut faire comme consommateur pour avoir un milieu dynamique. Quand on se promène, par exemple, au Festival du Bleuet ou à Cépage en fête, qu'est-ce qui finance ces beaux événements-là? Il y a beaucoup des commanditaires qui sont des entreprises d'ici. Quand on veut un milieu dynamique, la première chose à faire, c'est d'encourager les entreprises d'ici. L'achat local, ça permet de garder des emplois de qualité aussi. Ici, quand on investit dans notre milieu, c'est gagnant. On entend souvent les gens dire « Ah, il n'y a pas beaucoup de variété, tout ça », mais c'est une roue. Fait qu'à partir du moment où est-ce qu'on décide d'investir de façon majeure dans nos commerces d'ici, c'est plus facile nécessairement après ça d'implanter une diversité, d'implanter une variété, une qualité. Souvent, on dit on va faire l'effort de le faire pour les fêtes. Puis c'est super, c'est parfait, continuons de faire ça.
Mais c'est à l'année qu'il faut avoir cette sensibilité-là d'investir dans les entreprises de chez nous qui vont employer nos voisins, nos amis, nous-mêmes, nos enfants. Tu sais, si on veut offrir à la postérité un milieu qui va bien, un milieu dynamique, un milieu économique favorable, bien, les premiers pas à faire, c'est au niveau des consommateurs. Chez Trium Média, c'est vraiment un souci qu'on a très important pour nous de faire affaire avec des entreprises d'ici. Nos achats sont toujours exclusivement locaux, puis on est fiers. On est très, très fiers de faire ça. On est un journal, puis on aime être en synergie avec notre communauté, fait qu'on a plusieurs implications avec les festivals, quand il y a des événements aussi. Je pense qu'à l'approche du temps des fêtes, puis à l'année, ça vaut la peine de faire l'effort que peut-être on ne fait plus depuis un certain temps, c'est d'aller voir nos commerçants locaux. Vous allez être surpris de voir comment est-ce qu'ils sont à l'écoute, qui ont une belle variété à vous offrir, qui sont là pour vous aider. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. On est de retour avec Christian Laprise et le docteur Céline Benoît pour parler de notre système de santé. Donc, j'espère que vous n'avez pas manqué la première partie de l'entrevue, sinon vous irez la réécouter sur le web. Donc, je vous écoutais, moi, puis je trouvais ça positif. Tu sais, j'avais l'impression que nos services de santé étaient bien pris en main, mais il reste quand même que dans la population, on a l'impression que les gens, en général, ils ont une impression négative de notre système de santé. Et moi, en tout cas, ce que j'entends, c'est l'accès. Parce que une fois qu'on est traité, qu'on est dans la machine, les gens sont en général très heureux des soins qu'ils reçoivent. Mais c'est l'accès aux médecins de famille, l'attente à l'urgence, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour accéder différemment? Ou y a-t-il des solutions, selon vous, Mme Benoît? Bien, en fait, tantôt, on l'a abordé, là, la pénurie, ou en tout cas le manque d'effectifs médicaux qu'il y a sur le territoire. Puis je t'ai expliqué pourquoi il y avait moins de disponibilité en rendez-vous en médecin de famille. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de règles de tout acabit qui sont arrivées sur... On ne fait plus au bureau ce que l'on veut, comme on veut, de prendre le patient qu'on veut. Ça marche plus comme ça. C'est que de plus en plus, et vous l'entendez dans les nouvelles, tout est comptabilisé. Le nombre de rendez-vous donnés, le nombre de patients que chaque médecin a, le nombre de patients très vulnérables, le nombre de patients pas vulnérables, tout est comptabilisé. Puis, quand on arrive dans la famille du sans rendez-vous, c'est là où est-ce qu'il y a toutes sortes de règles qui sont rentrées et qu'on fait plus ce qu'on veut comme on veut, ou est-ce qu'on ouvre la porte et puis venez-vous-en et comme vous voulez. Ce qui fait que ça peut être parfois très frustrant pour les patients. D'avoir accès à d'avoir un médecin de famille déjà, ou pas. Puis 2, quand tu l'as, comment tu fais pour avoir accès à lui? Ça, j'aurais envie de dire aux gens 2 choses. Si vous n'avez pas de médecin de famille, il faut absolument que vous vous inscriviez sur la liste pour des patients qu'on dit orphelins pour vous trouver un médecin de famille. Actuellement, avec la pénurie qu'il y a là, c'est décourageant. Puis il y a des gens qui ne veulent pas mettre leur nom là-dessus parce qu'ils disent « ça sert à rien ». Moi, je suis témoin, ça sert, ça fonctionne, mais il y a un temps d'attente, c'est certain. Oui, c'est ça. Alors, il y a un temps d'attente qui peut être plus ou moins long, dépendant de votre condition à vous. Mais si, pendant vous êtes dans cette période d'attente-là, vous avez un problème X, j'ai mal au dos subitement et je veux consulter, vous avez un numéro de téléphone qui est pour ces patients-là, vous appelez là, et là, il y a une infirmière qui fait un tri et vous aboutissez dans nos 100 rendez-vous. Bien, on dit 100 rendez-vous, mais le terme est impropre. Mais c'est pas un 100 rendez-vous. Alors, il faut absolument que vous vous inscriviez. Peut-être ne pas s'attendre d'avoir un médecin de famille dans 3 mois. C'est pas comme ça que ça va marcher, mais c'est une condition pour avoir accès à des services autres. Sinon, votre seule porte de sortie est l'urgence. Ouais. Personne n'aime ça, d'ailleurs. Non. Deuxièmement, si vous avez un médecin de famille, bien, première des choses, c'est d'appeler à votre clinique médicale ou vous rendre à votre clinique médicale et demander un rendez-vous ou laisser un message à votre médecin. Mais là-dessus, il n'y a pas 2 médecins qui fonctionnent de la même façon. Autre message que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est que les gens ont encore beaucoup, beaucoup le réflexe de dire « j'ai un problème de santé, il faut que j'aille voir le docteur ».
Alors qu'aujourd'hui, les autres professionnels de la santé, beaucoup sont devenus très aptes à prendre soin de différentes problématiques de santé qui n'ont pas nécessairement besoin de passer par le médecin. Et ça, en clinique, on le voit énormément. Des gens qui viennent à notre bureau, puis qu'après ça, tu te dis, mon Dieu, lui aurait pu être vu par une infirmière. Et dans nos cliniques médicales, on a des infirmières. On peut prendre un rendez-vous juste avec une infirmière? Si vous avez un médecin de famille, l'infirmière de cette clinique, vous avez accès à cette infirmière-là de la clinique sans passer par le médecin. Moi, le nombre de fois où je fais du bureau, puis là, l'infirmière vient me chercher, Céline, monsieur un tel, telle histoire, je pense que tu vas vouloir donner des antibiotiques. Je vais voir le patient 2 minutes, les antibiotiques sont prescrits, repartis, puis c'est l'infirmière qui l'a vu. Les pharmaciens ont de plus en plus de, je vais dire pouvoir, mais le terme est impropre, là, mais de plus en plus la capacité de faire des suivis, particulièrement pour les maladies chroniques, qui sont le lot des gens qui vieillissent. Si vous avez mal à l'épaule, c'est pas moi le meilleur professionnel, le docteur, qu'il faut aller voir. C'est un physiothérapeute qu'il faut que vous ayez voir. Allez en clinique de physiothérapie. Alors, il y a beaucoup d'autres professionnels comme ça. Et quand vous avez la chance de passer par un tri intelligent, on va être capable de vous dire, on peut vous envoyer là ou là. Ce qui fait que récemment, dans nos cliniques ici à Dolbeau, la population a l'air à coopérer, mais c'est bien quand j'ai l'occasion de le dire. On a un système qui a été mis en place, mais qui va être pan-québécois d'ici la fin de l'année 2025. Je ne sais pas s'ils vont réussir, mais en tout cas, c'est vers quoi ils s'en vont. Ne vous surprenez pas si l'infirmière, la secrétaire, quand vous appelez dans une clinique, la secrétaire va vous poser des questions. Parce que c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui a fait ses preuves. Alors, si vous me dites « j'ai craché du sang », bon, alors là, l'infirmière, elle, l'intelligence artificielle va vous faire poser quelques questions et en bout de ligne, elle, ça y dit, par exemple, ce type de problématique-là peut être vu par une infirmière, par une super infirmière, IPS, par un docteur ou, si c'était le bon mal d'épaule, ça aurait été physiothérapeute. Ce qui fait qu'après ça, elle n'est pas obligée, elle se dit, ben je suis correcte, si je donne pas un rendez-vous avec le docteur, j'en ai pas de place, mais j'aurai une place avec le physio ou whatever, le problème de santé qu'il y a. Alors, ce logiciel-là, le triage au 811, nos infirmières en clinique pour les patients qui ont des médecins de famille, c'est toutes des choses qui peuvent vous aider, la population, à avoir accès à des services de santé parce que c'est de moins en moins vrai qu'on est la porte d'entrée. De moins en moins vrai. Mais il faut changer notre manière de il faut changer, oui, c'est ça. Puis tout ne doit pas passer par nous. OK. Je vous dis, l'épaule, le physiothérapeute est meilleur que moi. Ah, j'en doute pas. J'ai pas encore mal à l'épaule, je vais m'en rappeler. C'est important. Christian, il y a des belles nouveautés quand même. On a un nouveau bloc opératoire. Est-ce qu'il est terminé? Pas encore. Pas encore? On est encore dans les délais prévus. Donc, pour une livraison, théoriquement, de la bâtisse à la fin de l'année 2025. C'est un projet. C'est sur combien d'années? Tu sais, avant l'aboutissement, on en a besoin. Probablement que Céline était plus au fait à ce moment-là, mais ça fait facilement. 10 ans, c'est sûr. 10 ans, peut-être un peu plus que 10 ans. Qu'on a besoin. Là, c'est ça, une bonne quinzaine d'années où ça s'est travaillé par les différents acteurs qui étaient à l'époque à l'hôpital de Dolbeau. Puis après ça, il y a eu beaucoup de fusions dans notre système, mais ce projet-là est toujours un peu suivi pour finalement se concrétiser. Donc, la construction a commencé depuis l'an dernier, je dirais. Je ne me rappelle plus de la date exacte. C'est un nouveau bâtiment? C'est vraiment une nouvelle bâtisse qui est vraiment annexée à l'hôpital, mais en arrière de l'hôpital. Donc, ceux qui savent un peu, qui ont déjà vu, à l'arrière de l'hôpital, il y avait le stationnement des employés. Donc, c'est une bâtisse qui est vraiment... Les employés iront se stationner. Non, mais on va revoir le stationnement. Là, c'est un enjeu actuellement. Oui, sûrement. On a fait des ententes avec le centre de service scolaire pour se faire un stationnement temporaire. Mais éventuellement, on va revoir notre stationnement, mais il y en a une partie qui va être primée. C'est vraiment une bâtisse neuve
relié à l'hôpital aussi, donc ça va communiquer. Puis, Et est-ce que les anciennes salles d'opération vont continuer à servir ou on fait d'autres choses avec ça? On fait d'autres choses. Puis d'ailleurs, on a commencé justement à regarder tous les espaces qui sont au sous-sol d'hôpital, de l'ancien bloc opératoire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On est en train de regarder c'est quoi les besoins des gens. On manque d'espace, évidemment, comme dans n'importe quel bâtisse. Souvent, on vient à un point où on manque d'espace. Donc, quels services on va organiser ou qui on va mettre dans ces secteurs-là pour une fois qu'on aura. Puis, pour l'instant, la mise en fonction officielle du bloc opératoire devrait se faire à la fin du printemps 2026. Donc, dans un an. Parce qu'une fois que la bâtisse est livrée, il y a quand même encore beaucoup de travail que nous, on a à faire. Des simulations, s'assurer que tout fonctionne, des essais, tout ça, avant de dire qu'on va opérer le premier patient dans ces nouvelles salles. Donc, on prévoit fin printemps 2026, si tout se continue bien, si tout ça suit son rythme comme c'est là. On vous le souhaite. Oui, on a bien hâte. C'est le fun de voir pousser ça. Puis, en tout cas, il y a aussi un gros chantier derrière l'hôpital, parce qu'il y a le nôtre du bloc opératoire, mais il y a aussi le Bel Âge, qui est une résidence intermédiaire qui a été détruite et qui est en construction. Fait que ça fait un secteur où on dit qu'il y a de l'expansion. Ça vit, il se passe des choses. C'est le fun. Oui, c'est le fun, c'est le fun. Tu voulais me parler des points de service locaux de première ligne, c'est oui, ça? Les points de service locaux, on appelle. Donc, c'est vraiment les endroits où les gens vont pour les prises de sang. Il y a certaines parties de la vaccination qui se fait là. À l'époque, il y avait les tests de dépistage COVID aussi qui étaient dans ce secteur-là. Donc, il est vraiment dans la bâtisse des Augustines, l'ancien monastère des Augustines, qui est derrière l'hôpital. OK, c'est à côté. Oui, c'est vraiment l'ancien bâtiment des Augustines qui est derrière l'hôpital. Donc, le local est là. Puis, c'est maintenant, les prises de sang se font presque toutes. Il y en a à l'hôpital encore, mais presque toutes à ça, les examens d'urine, les gens sont habitués, ils vont. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce que je voulais souligner aussi, c'est le travail de nos retraités. C'est quand les gens entrent dans les points de service, habituellement, c'est presque, je dirais pas 100%, mais peut-être 95% où c'est des retraités, des gens qui ont pris leur retraite, mais qui viennent encore contribuer. Puis on a vraiment un grand nombre de ces retraités-là qui viennent contribuer encore pour nous aider. Fait que ça aide à suppléer une partie de ce qu'on se disait tantôt au niveau du manque de main-d'œuvre. C'est eux qui décident là, de dire moi, j'ai le goût de continuer. Oui, ils prennent leur retraite. Il y en a qui prennent leur retraite le vendredi, puis le lundi, ils sont toujours sur le plancher, mais ils sont retraités. Donc, c'est sûr que des fois, souvent, ils vont vouloir diminuer un peu leur charge. C'est normal, c'est la retraite. C'est sûr, c'est la retraite. Il y en a beaucoup qui vont moins. Malgré qu'on en a encore qui travaillent sur les départements directement proches des usagers dans l'action, soit aux soins intensifs, soit à l'urgence. Il y en a qui le font. Mais c'est sûr que souvent, ils vont souhaiter avoir un horaire plus souple, plus flexible. Fait que là, souvent, les points locaux de service avec les prises de sang, c'est pas toute la journée, il y a un certain horaire. Fait que, des fois, ils sont capables d'avoir une certaine qualité de vie de retraité, mais continuer à contribuer aussi et à travailler. Donc, une chance qu'on les a parce que c'est vraiment, ça nous permet de conserver certains services et de poursuivre aussi. Est-ce que, c'est une question que j'ai, là, mais moi, j'ai l'impression que depuis la crise de la COVID, on voit beaucoup ça, des centres à l'extérieur pour... Est-ce que c'est la COVID qui a amené ça ou c'était déjà dans vos plans de développement avant qu'on ait cette crise-là? Moi, je pense que c'est la COVID qui a amené un peu l'idée de sortir. Tu sais, parce que dans la COVID, il y a beaucoup de monde qui gravitait dans les hôpitaux, qui sont des endroits où la circulation des virus, veut pas, d'un hôpital, ça circule, les virus. Donc, si tu mets les gens moins dans l'hôpital, souvent, il y a moins de chances, de probabilités, on va dire. Fait que je pense que c'est vraiment né de la COVID de créer des points de service comme ça à l'extérieur des hôpitaux pour permettre de répondre à ces besoins. Désengorger aussi un peu l'hôpital, le stationnement d'hôpital. Aussi. Puis tu me corrigeras, mais les centres locaux de service sont appelés à se développer aussi. Moi, j'ai travaillé beaucoup en cancérologie. Il y a beaucoup d'examens de dépistage. Exemple, prenons-lui, le cancer du côlon, le cancer colorectal. Il y a du dépistage qui se fait. Bon, avant, il fallait passer par le docteur pour aller là. Maintenant, les infirmières qui sont au centre local de service vont pouvoir faire ce type de dépistage-là. Alors, il y a de plus en plus d'examens de dépistage qui vont se faire vers les centres locaux de service. C'est qu'on ne sait pas jusqu'où va s'en aller cette bibite-là qui est le centre local de service. Pour l'instant, c'est beaucoup prise de sang, mais il risque d'avoir d'autres services, c'est pour ça que ça s'appelle centre local de service, qui vont se développer dans cet endroit-là.
Puis comme il dit, moins qu'il y a de monde qui rentre dans l'hôpital, moins de danger de contamination. Ouais. Au niveau des services aussi, j'ai l'impression que les horaires ont changé, là, puis c'est peut-être juste mon expérience, mais moi, j'avais l'impression des fois, tu sais, qu'il y a beaucoup de services le soir, c'était fermé parce que ça se passait le jour. Mais la dernière fois, j'ai eu une résonance magnétique. Mon rendez-vous était genre à 11h45 le soir. J'étais hey, mon Dieu, c'était étrange. Mais est-ce que c'est une nouvelle manière un peu pour désengorger? Ou... Oui, pour désengorger parce qu'il n'y arrive pas. Il y a juste 2 résonances magnétiques dans la région. Ouais. C'est qu'ils sont obligés d'étendre les heures. Ils en font. Okay. Moi, j'ai déjà vu une patiente à 10 heures le samedi soir. C'était sa résonance magnétique. Parce que ça ne fournit pas. Ouais. Okay. Parce qu'installer une résonance magnétique, c'est difficile. C'est coûteux. Et à cause de ce qu'ils utilisent comme rayon, ça prend une structure très particulière. OK, je connais pas. On n'a pas... je dirais que dans notre secteur, on a quand même en radiologie certains examens qui vont se faire le soir. On a une technicienne en radiologie qui est là de soir, qui va être pour l'urgence, mais qui va aussi faire de la clientèle externe. Okay. Par contre, c'est sûr qu'on n'a pas énormément de services comme, mettons, on n'a pas d'IRM. Souvent, c'est dans ces lieux-là, ou des fois, dans les plus grands centres, ben, l'appareil est utilisé beaucoup pour la clientèle hospitalisée le jour. Ce qui fait qu'ils ont moins de temps pour de la clientèle qui sont à l'externe. Puis souvent, le soir, ben, on le fait à moins d'une urgence avec la clientèle hospitalisée. Donc, ce qui fait que ça nous permet de passer un petit peu plus de patients le soir. Mais dans notre secteur, c'est moins présent, on a moins besoin de le faire, je te dirais, en fonction des examens qu'on fait. Mais en radiologie, il s'en fait quand même plusieurs. C'est quoi, là, les prochains projets? Qu'est-ce que... Tu sais, je veux dire, là, le bloc opératoire va arriver, mais j'imagine que vous êtes déjà en train de réfléchir à c'est quoi la prochaine étape, quelle autre marche à monter. Puis toujours dans l'idée de donner accès le plus possible aux soins de santé à la population. Ben là, je pense que le projet que Céline parlait tantôt, là, au niveau de tout ce qui est de l'accès à la première ligne, le logiciel... C'est quoi la première ligne? Qu'est-ce qu'on va dire? La première ligne. Non, mais tu sais, on entend souvent ça. Puis moi, j'ai tout le temps l'impression que c'est l'urgence, la première ligne, parce que c'est urgent, il faut que ça soit rapide. Mais... grosso modo, là, grossièrement, ça serait tout ce qui fait que tu ne rentreras pas à l'hôpital. Ah, OK. Ça ressemble à ça. Pas rentrer dans le sens d'être hospitalisé, mais dans le sens tout ce qui se fait en dehors de l'hôpital. C'est un peu ça la première ligne. Services info-santé, info-social, etc. Ouais. Ça, c'est première ligne. Ça, c'est la première ligne. Ah, OK. Souvent, on peut dire, la première ligne, c'est comme le niveau 1 du soin. OK. Ta première affaire, tu as besoin de quelque chose, il faut que tu rentres à quelque part. Ouais. Deuxième ligne, ben là, ça va être souvent des services qui sont spécialisés. Et il y a la troisième ligne qui sont surspécialisés. Okay. Fait que quand on parlait au début que notre centre est plus de niveau 1, mettons, que notre hôpital, on n'aura pas nécessairement de surspécialisation comme un neurochirurgien. C'est parce qu'on ferait plus des interventions de première ligne. Donc, c'est vraiment l'étape 1, je dirais, quand tu rentres. Tu as besoin d'avoir un premier accès, c'est là que ça se passe. Après ça, dépendamment de ton besoin, ben là, il peut être dirigé vers la deuxième ligne ou la troisième ligne en fonction de la condition. Puis ça, souvent, c'est des patients, par exemple, qu'on va envoyer à l'extérieur ou on fait venir le surspécialiste chez nous? Non. Non? On fait de la deuxième ligne chez nous, mais on ne fait pas de troisième ligne parce que ça, c'est vraiment très spécialisé. Mais exemple, les orthopédistes d'Alma et de Roberval viennent ici à Dolbeau. Ben, on est déjà en spécialité, donc c'est de la deuxième ligne. Même chez nous, il y a nos spécialistes en médecine interne ou la pédiatrie. Quand on s'en va vers le spécialiste, on est dans de la deuxième ligne. Là, il y a l'urgence. L'urgence, en théorie, ça devrait être de la deuxième ligne parce que on devrait aboutir à l'urgence, soit qu'il y a quelque chose de très grave, ou c'est que la première ligne n'a pas été capable de répondre. Mais quand tu n'es pas capable d'avoir de rendez-vous ou qu'ici, on a une urgence à petit volume qu'on appelle, c'est qu'il y a beaucoup de première ligne qui s'en va du côté de l'urgence. L'urgence fait partie des activités de notre GMF, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne fait pas de sans rendez-vous le dimanche. L'urgence est incapable de suffire à ça. On a un projet qu'on essaie de mettre en place, mais on n'a pas réussi. Puis je ne peux pas vous présenter aujourd'hui. Peut-être dans les mois à venir, on viendra vous présenter quelque chose de plus structuré. On vous prend quand vous voulez. Justement, à cause de la pénurie que je vous disais, là, déjà là, l'installation de l'intelligence artificielle qui fait un tri, c'est déjà un premier pas vers.
on essaie de faire beaucoup des trajectoires avec tous les autres professionnels parce que tantôt, je vous disais, l'épaule, il faudrait aller en physio, mais encore faut-il avoir des physios qui acceptent de prendre les patients sans qu'ils soient passés par le docteur. Parce qu'actuellement, la structure n'est pas faite ainsi, à moins d'aller au privé. Alors, on est en train de travailler des projets où il va y avoir des trajectoires avec tout plein d'autres professionnels autour de nous pour pouvoir libérer ça. Puis, dans une conférence que j'assistais, il y a quelqu'un qui disait « Connaissez-vous quelqu'un qui n'a pas envie d'être autonome à la maison avec ses soins? » Puis c'est vrai, la très, 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 très grande majorité des gens t'aiment bien mieux être capable de t'arranger tout seul avec tes affaires. C'est qu'il y a un bout de la médecine de première ligne qui n'a pas été beaucoup développé et c'est l'auto-soin. L'auto-soin? Donc, je me soigne... Oui, me soigne moi-même. Ce ne serait pas dangereux, ça, si je me soignais moi-même? Je ne sais pas quoi faire avec mon épaule. J'ai mal à mon épaule. Bon, si déjà on avait accès à un vidéo, je ne sais pas comment ça s'appelle, des podcasts. Puis qui vous dit, OK, vous avez mal à l'épaule, voilà les étapes que vous devez suivre. Faites ça, faites ça, faites ça. Si ça ne marche pas, allez consulter. Responsabiliser, en fait, le patient ou la personne qui a une problématique à fouiller un peu. Oui, parce que la plupart des gens, on veut être autonome. On n'a pas envie de se faire prendre en charge. Mais on n'a pas l'impression que chaque fois qu'on fait des... Tu sais, il faudrait quand même que cette information-là soit validée. Oui. Parce que j'ai l'impression que chaque fois que quelqu'un fait une recherche sur mal au doigt, t'as le cancer. Non, mais des fois, là, sur Internet, ça va. Oui. Mais il y a des établissements chez qui ça a été fait. C'est un site fait par l'établissement, donc c'est validé, etc. Il y a des choses à faire. Donc, avant la consultation peut être faite par différents professionnels, mais il y a des trajectoires à travailler. C'est tout ça, le projet de première ligne qu'on est en train de travailler. Puis de regarder si on ne peut pas... le reste, c'est pas assez abouti, je ne dirais pas. C'est correct. Mais déjà, tu sais, si le monde faisait plus de sport, mangeait mieux, arrêtait de fumer puis de boire, on serait pas pire. Ben, tu sais, il y a un moment, un certain niveau de... Si je regarde, je viens du monde de la réadaptation, évidemment, j'ai travaillé longtemps. Puis on a mis en place, il y a quelques années, des gens qui arrivent en physiothérapie, une évaluation sommaire, qu'on appelle. Fait que si tu viens porter ta demande en physiothérapie, il y avait des délais d'attente quand même assez longs. Mais rapidement, il y a quelqu'un qui était attitré à ça. Il te voyait une fois, il regarde rapidement ce que tu as, il te fait une évaluation sommaire, il te donne des conseils, tu t'en retournes chez vous, tu retournes sur la liste d'attente. Mais des fois, souvent, on les rappelait au bout d'un mois, ces patients-là, ou 6 semaines, puis le patient disait hey, « ce que tu m'as donné, ça fait, j'ai plus besoin d'y aller. Fini, merci, terminé. » Fait que, tu sais, la personne a eu son service rapidement. Fait que c'est une façon différente, des fois, de voir les soins, de voir comment. Fait que ça, il faut continuer. On le fait beaucoup. Le projet que Céline parle en est une façon. Donc, il faut continuer à y aller comme ça, puis on est toujours proactif dans ces choses-là pour essayer toujours d'aller un petit peu plus loin dans cette auto-responsabilité-là du patient aussi. Mais il y a quelque chose, par exemple, quand on va voir le médecin, c'est je pense qu'on a le goût aussi d'être rassuré. Tu sais, humainement rassuré. Dans l'autodiagnostic ou dans l'auto-truc, j'ai l'impression que, je ne sais pas, ça se passe peut-être entre mes deux oreilles à moi, là. Mais il y a tout ça, tu sais, on a comme c'est rassurant. C'est sûr que on a un problème de santé, on a un problème de santé ou quelque chose, c'est sûr que des fois, on a besoin de se faire rassurer. Mais tu sais, est-ce que c'est toujours le médecin le premier qui devrait pouvoir t'aider? Il y a peut-être d'autres façons qu'on peut aller. Fait que c'est un peu ce qu'on explore aussi, qu'on continue d'explorer, parce que tu as parlé tantôt, on parlait de délai, on parle de temps d'attente, on parle de tout ça, mais c'est des façons qu'on prend pour justement être capable de travailler ces choses-là, diminuer les délais, diminuer le temps d'attente, mais d'aller un petit peu plus loin dans une façon différente des fois de prendre en charge. Oui, puis il faut le vulgariser puis le faire passer à la population pour qu'eux l'intègrent, parce que même si le service est offert, si personne ne le sait ou l'utilise, à un moment donné... C'est toujours le défi. Communiquer puis s'assurer que les gens le savent et tout ça. Vous faites bien ça. À date, on s'en sort bien. On fait notre mieux. C'est ça qui est sûr. C'est ça qui est sûr. Avant, on disait que la médecine était très maternisante. Hein? On prenait charge. Ouais. J'ai envie de dire, c'est plus à la mode. Ça devrait plus être dans l'air du temps. Puis ce n'est plus dans l'air du temps des jeunes non plus d'être comme ça. Hein? Il y a une responsabilisation de sa propre santé. Puis moi, je crois beaucoup que les jeunes, c'est ça. Ils ont besoin, par exemple, tu sais ce que tu disais tantôt, j'ai besoin de me faire rassurer. Prenons juste les jeunes mamans
Ouais. qui avant avait une grand-maman à la maison qui disait « Ben non, il fait des dents, c'est pas grave. » On n'a plus ça, mais ça peut pas être le réseau de la santé qui fasse les grands-mamans. Là. Ça se peut pas. C'est qu'il faut trouver, il faut innover. Grand politesse aux enfants. Oui, bon, alors il faut trouver, il faut innover, il faut trouver des nouvelles façons. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais si on veut continuer, parce que tu l'as dit tantôt, un coup, tu es rentré dans le système. En cancérologie, là, on est timé. Tout est timé. Là. Le délai entre le moment où tu fais le diagnostic, le délai où tu vas opérer, le délai où arrive la pathologie. Puis ça roule tempête. Ça fait que les maladies sont prises beaucoup en charge. Mais avant, si tu es trié, si on t'explique comment, je pense qu'on devrait être capable de te rassurer. En tout cas, c'est le but. Est-ce qu'il y a des services de soins à domicile ici dans le secteur? Parce que je sais aussi que c'est une avenue là, qui est intéressante. Quand tu t'en parlais tantôt, là, on a le goût de rester à la maison, puis bien plus que d'être sur une civière, maintenant. Oui, on a le soutien à domicile. C'est sûr qu'il s'occupe beaucoup de la clientèle, d'un certain type de clientèle plus âgée souvent, qui a un profil plus gériatrique, mais avec des maladies chroniques, problèmes physiques, problèmes de déplacement, tout ça. Puis ils ont des services de soins infirmiers, services de réadaptation, de l'aide aux bains, de l'aide aux services d'hygiène, etc. Donc ça existe. On a ça dans le secteur aussi. On essaie de bonifier le plus possible parce que plus le service, plus le patient est maintenu chez eux dans un environnement où c'est sécuritaire pour lui puis qu'il y a les soins de santé, bien, il va moins venir à l'hôpital. Ça a un impact aussi. Écoute, on s'en va même maintenant dans la province de Québec, puis là, je ne veux pas faire peur à personne, mais il y a maintenant certains endroits où il y a des projets sur des unités d'hospitalisation à domicile. Ah ouais. Donc, c'est peut-être une avenue dans l'avenir qui va arriver un petit peu plus au Québec où les gens vont avoir la possibilité, dans certains critères évidemment, mais de peut-être avoir accès à ce genre de technologie-là. L'avenir nous le dira. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Céline Benoît. Je ne pourrais pas vous donner tous vos titres, là, c'était trop long. Et merci beaucoup, Christian Laprise, directeur adjoint de proximité au réseau local de services Maria-Chapdelaine. C'est très éclairant, mais vous allez être obligé de revenir. Il y a encore plein de sujets que j'ai en tête. J'aimerais ça qu'on parle d'aide médicale à mourir, entre autres. Il y a beaucoup de choses de la Maison Colombe-Veilleux. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut parler. Mais ce que je retiens, c'est qu'on est bien nantis. Ça va mieux qu'on pense. Hein? On est positif? Oui, on est positif. Hey, merci beaucoup. Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.